Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo, la peine de mort requise contre 50 prévenus. Notre deuxième sujet concerne la Chine et l'Afrique. Plus d'une douzaine de dirigeants africains attendus au FOCAC. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Niger pour parler de l'exploitation minière, reprise de la délivrance des permis sous de nouvelles conditions. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Gouvernement, le président de la République veut dépasser les clivages partisans des propos du Premier ministre Victoire Toméga Dogbe que nous allons analyser avec nos invités. Et pour aborder ces sujets ce soir, ils sont 3 invités sur ce plateau avec moi. Justin Anani, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Justin et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous les confrères, et bonsoir à tous les fidèles de cette émission. Merci beaucoup à vous Justin d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Kokouvi Abaili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. J'aimerais faire un coucou spécial à un grand artiste qui fait dans la promotion de la culture à Bosso et dans la diversité culturelle, notamment l'artiste Divalgo Diez, qui fait vraiment de la promotion de la culture. J'aimerais vraiment l'encourager. Merci beaucoup donc à vous, Rabassa, d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir. Notre troisième invité ce soir, Firmin Teko Agbo, vous êtes chroniqueur politique, vous êtes également le directeur du Centre de recherche des géopolitiques internationales qui porte votre nom, Firmin Teko Agbo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup donc à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo pour parler du procès de cette tentative de coup d'État manqué du 19 mai où des assaillants ont pris d'assaut certains bureaux clés ou bien certaines places clés de la République démocratique du Congo, à commencer par le bureau de Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale. On se rappelle un peu ces épisodes. Ils ont été arrêtés, ou du moins quelques-uns ont été arrêtés. Le procès a commencé à l'étape des réquisitions. Le ministère public a requis contre la cinquantaine de prévenus la peine de mort. On sait qu'il y a de cela quelques mois, la République démocratique du Congo a rétabli la peine de mort pour des situations particulières. L'on requiert une nouvelle fois la peine de mort contre 50 prévenus dans cette affaire de tentative de coup d'État. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Justin Anani. Nous prenons la direction donc de la République démocratique du Congo, comme je le disais. La peine de mort, c'est ce qui est requis contre ces auteurs de la tentative de coup d'État manqué du 19 mai en République démocratique du Congo. Oui, je pense que si le procureur de la République a requis cette peine à l'endroit de cette bande qui a tenté de renverser, entre guillemets, parce que avoir le déroulé de cette scène, il est de même de se poser des questions. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que les gens puissent quand même s'armer et s'attaquer aux institutions de la République. Maintenant, quelle a été réellement leurs intentions? Et surtout que dans cette attaque-là, il y a eu de morts. Donc aujourd'hui, si le procès est ouvert, c'est vrai, les organisations de défense des droits de l'homme ont haussé la voix à ce que la justice soit quand même transparente dans cette affaire. Mais également, ces assaillants-là, entre guillemets, ont eu droit d'avoir l'assistance des conseils. Donc je pense que sur la base de ces éléments-là, il revient également au juge de séance quand même d'apprécier les intentions réelles. Et les débats aussi ont montré réellement que ce qui s'est passé était une véritable tentative de renversement des institutions de la République. Maintenant, ça a commencé à la résidence de M. Kamerhe. Et par après, il y a eu débordement également dans la ville. Oui. Donc, et surtout que dans cette histoire-là, il y a eu des morts. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer les intentions de ces gens-là à l'égard des institutions de la République? Donc, je pense que si, dans l'arsenal juridique de ce PRDC, et la peine de mort est ramenée, c'est pour la bonne cause. Maintenant, on attend
on observe une pause, du moins pour aujourd'hui et demain. Le procès va reprendre le vendredi prochain. Maintenant, c'est le procureur qui a requis. Maintenant, on va attendre si le juge va aller dans le sens du procureur ou autrement, il va apprécier les charges qui sont retenues contre ces gens-là. Donc je pense que dans une république comme la République démocratique du Congo, qui a tellement traversé des moments difficiles, qui continue de traverser des moments difficiles, je pense que ce procès quand même doit servir d'exemple et faire en sorte que lorsqu'il doit y avoir des débats politiques, que les âmes ne s'invitent pas, mais plutôt qu'il y ait quand même confrontation idée contre idée. Alors, je pense. Merci beaucoup à vous. Donc, Justin, en tout cas, c'est ce qui, comme je le disais, le ministère public qui a déclaré qu'il plaise au tribunal de Séan de prononcer une peine unique, la plus sévère, à savoir la peine capitale, de prononcer également la confiscation de tous les objets ayant servi à la commission des infractions au profit de l'État congolais. C'est ce qu'il a demandé donc dans son réquisitoire qui a commencé lundi et qui s'est terminé mardi, comme le disait Justin. Le procès n'est pas encore fini, ce n'est qu'une demande, en tout cas, du ministère public, firmait la peine capitale contre ces différents présumés auteurs ou bien toutes ces personnes inculpées dans cette affaire de tentative de coup d'État du 19 mai. Il faut noter qu'ils ne sont pas tous aussi des Congolais, il y a des étrangers dedans. Oui, moi je voudrais dire deux choses. La première chose, moi, je me demande si c'était agi véritablement d'une tentative de coup d'État. Parce que si c'est comme ça, on parle de tentative de coup d'État. Quand on veut définir d'abord la tentative, c'est un commencement d'exécution et absence de désistement volontaire. Et maintenant, coup d'État. Si c'est comme ça, il faut définir les coups d'État. Je pense que c'est tellement facile de faire des coups d'État. Parce que coup d'État, c'est une préparation sérieuse. Il faut prendre les radios, il faut prendre les points névralgiques du pays. Il faut savoir maîtriser le palais. Pourquoi aller chez Vital Kamerhe, ministre de l'Intérieur à l'époque, s'il faut déstabiliser toutes les institutions de la République. Donc, je pense que c'est un travail sérieux, c'est une préparation sérieuse. Et je pense que il fallait encore plus de sérieux pour parler de coup d'État. Moi, je pense que ce n'est pas une question de coup d'État. Alors, comment pouviez-vous qualifier, si vous étiez, par exemple, du parquet ou bien si vous étiez l'un des avocats de ces présumés, comment auriez-vous demandé qu'on requalifie les faits? Non, peut-être c'est là où on se pose un certain nombre de questions. Moi, je pense que c'est peut-être, il y a une maître derrière qui a voulu déstabiliser un peu le régime Tshisekedi. Oui, mais on qualifie ça comment? Oui, c'est la déstabilisation, ça ne veut nécessairement pas dire... Tentative de déstabilisation. Oui, tentative de déstabilisation ne veut nécessairement pas dire coup d'État. Coup d'État, ça veut dire vous mettez en matou, vous renversez toutes les institutions et il y a un chef qui est là, qui prend la parole, qui dit c'est moi aujourd'hui le nouvel homme fort du pays. Mais vous avez vu quand même les vidéos, les vidéos qu'ils ont tournées. Oui, oui, mais moi, pour moi, c'était pas sérieux. Et aussi là, quand on parle de coup d'État, il y a tout d'abord un homme fort derrière. Deuxième chose, il faut aussi une puissance derrière. Il faut une puissance derrière pour dire alors nous endossons toute la responsabilité, nous soutenons. Lorsque ce coup là-bas vous réussit, c'est nous qui serons derrière vous. Et là, ça va marcher. Et on n'en a pas vu forcément comme ça dans les coups d'État qu'on a connus en Afrique ces derniers temps. Oui, et on a vu toute la fragilité qui a suivi après. Donc, on peut dire en réalité que les coups d'État, en tout cas, moi, je ne qualifie pas ça de tentative de coup d'État. Moi, je ne suis pas encore dans cette parce que pour moi, c'est une situation un peu floue. Moi, ça peut venir des hommes qui en voulaient à Tshisekedi, ça peut venir aussi des puissances qui en voulaient à Tshisekedi parce que j'arrivais à un moment donné que Tshisekedi se plaignait de trop. Il s'est attaqué à un certain nombre de puissances. Il a attaqué le Rwanda ouvertement. Il a attaqué certaines puissances internationales. On se demande, moi, je me dis que Tshisekedi, c'est un jeune qui a eu une vie beaucoup plus paisible et moins de choses. Il se plaint. N'oubliez pas qu'il a passé sa jeunesse à Bruxelles dans des discothèques les plus huppées de l'époque. Donc c'est un jeune qui a eu une enfance un peu plus paisible, un peu plus juteuse. Et donc quand il est arrivé en politique grâce à cet accord entre lui et Kabila, et quand il voit un certain nombre de choses se dérouler, il se plaint. Il ne pensait pas que la politique, le terrain politique se dessinait ainsi. Donc il se plaint. Moi je me dis qu'il y a des gens peut-être quelque part qui sont en train qui ont voulu bien ou qui ont bien voulu le déstabiliser. Si notre parle de tentative de coup d'État, moi je ne me reconnais pas encore là-dedans. Et puis l'autre chose, quand on voit un certain nombre d'étrangers aussi, quand on voit un certain nombre d'étrangers, on peut se dire qu'il y a
assez de flou dans cette affaire. Ce que moi je remarque aussi, c'est que on veut faire vite tourner la page. Une chose est sûre, il sera difficile de chercher, d'avoir toute la vérité, même si Anthony Blinken l'a appelé entre-temps le lendemain ou le 22 mai pour lui dire oui, les États-Unis vous soutiennent, condamnent tout ce qui s'est passé et vous aideront à apporter une certaine vérité ou un certain éclaircissement à tout ce qui s'est passé. Bon, pour le moment, à ce niveau-là, c'est du flou total. La deuxième chose, c'est par rapport à la peine de mort. La peine de mort, en réalité, le monde est en train d'évoluer avec le passé, l'histoire. Moi, je ne m'inscris pas dans cette logique de peine de mort, parce que quand vous inscrivez la peine de mort dans votre ordonnancement juridique, tôt ou tard, vous le regretterez. Allez demander à Saddam Hussein, arrivé à un moment donné, les défenseurs des droits de l'homme à l'époque, lui ont dit, monsieur, il faut sauter la peine de mort de l'ordonnancement juridique de l'Irak. Il a dit non. Mais au finish, il a été tué par la peine de mort. Il aurait été sage en enlevant ou en l'occultant de son ordonnancement juridique. Et peut-être il serait toujours en vie aujourd'hui. La peine de mort, il y a ce qu'on appelle les erreurs judiciaires. Il y a ce qu'on appelle aussi l'indulgence du juge. Donc il faut donner la possibilité peut-être à la nature ou à l'histoire, peut-être de fouiller toujours la vérité. Vous imaginez, si on tue aujourd'hui les gens, si on les tue aujourd'hui et que du jour au lendemain on se rend compte qu'on peut requalifier les faits, que ceux-là qu'on a tués étaient des innocents, on ferait quoi? On ne les ramènerait plus jamais à la vie. Moi, on dit, il y a une phrase du général Léa Dema que j'ai gardée quand j'étais encore très jeune, lorsqu'il y avait eu cette attaque dans les années 70, où il disait, c'est Dieu qui a donné la vie, non, c'est pas moi qui ai donné la vie, donc je ne peux pas reprendre cette vie. Donc à celui qui a donné la vie de reprendre la vie. Ce n'est pas nous qui avons donné la vie, ce n'est pas à nous de reprendre la vie. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de peine de mort. Vous auriez aimé qu'on ait peut-être la plus grande peine, à part la peine de mort ou la perpétuité? Oui, la perpétuité aurait été beaucoup plus simple, parce que il faut recaper. Cette histoire est politique. On a besoin de plus de temps. Regardez par exemple ce qu'on a fait, ce que Gbagbo a subi. Si à l'époque, dans l'émotion, on avait dit condamné Gbagbo à la peine de mort, est-ce qu'on aurait un certain Gbagbo aujourd'hui, alors que le temps a permis de requalifier? Sauf que Gbagbo, lui, n'a pas été condamné d'abord avant qu'on ne remarque par après peut-être qu'il a été innocent dans l'affaire. Si, il y avait peut-être une certaine erreur, des erreurs judiciaires qu'on avait condamné à mort. Aujourd'hui, on serait en train de regretter alors que les coupables sont véritablement là. Kwakouvi Abaili Abassa, la peine de mort requise contre 50 prévenus dans cette affaire de tentative de coup d'État de 19 mai dernier en République démocratique du Congo. Il faut noter qu'il y a parmi eux un Belge, un Canadien, un Britannique qui sont normalement d'origine congolaise et 3 Américains en plus des autres qui sont aussi des Congolais. Ils sont condamnés, ou du moins on a requis la peine capitale contre ces derniers. Oui, la peine capitale, il faut dire quand même, je ne suis pas totalement d'accord avec mon cher ami Firmin sur un fait, notamment ce qui s'est passé le 19 mai. Le 19 mai, il faut dire que dans cette matinée, très tôt, ces 2 maisons ont été attaquées. Deux institutions ont été attaquées. Monsieur Vital Kamerhe, qui était ministre de l'économie et des finances, qui devait passer la main avant de reprendre le flambeau au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait un flou en ce moment où l'unité autour de Tshisekedi, les partis politiques se rivalisaient. Donc les gens voulaient vraiment se saisir de ce flou pour essayer de déstabiliser le Congo. Et il y a un palais aussi qui a été attaqué au même moment. Les assaillants ont tiré sur les gens. Il y a eu des morts. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont ôté la vie à des personnes. C'est vrai que la riposte de l'armée a permis aussi de neutraliser 4 des assaillants, notamment des étrangers que vous avez cités, le Britannique et le Koala ont été tués dans cette riposte de l'armée congolaise. Aujourd'hui, il faut établir clairement les faits. Et c'est dans cette histoire que le lieutenant-colonel Innocent Rajabou, qui est le procureur, a requis de la peine capitale contre ces voyous, on peut dire ces criminels. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment une mauvaise chose pour un procureur de demander à ce que la loi soit appliquée. Il faut dire que la peine capitale n'a pas été abolie au Congo.
la peine capitale n'a pas été abolie au Congo, c'est-à-dire que l'exécution. Il y avait eu un moratoire qui a été finalement levé. Oui, un moratoire qui avait commencé en 2023, qui en mars 2024, ils ont enlevé ce moratoire par un circulaire signé par la ministre de la Justice pour dire à la population que ceux qui se permettent, et l'idée normalement c'était par rapport aux membres de l'armée qui faisaient coalition souvent ou bien qui étaient en de connivence avec le M23 et les autres groupes, comme on appelle, les autres groupes terroristes qui sont sur le territoire congolais. Aujourd'hui, ces messieurs sont rattrapés par une loi qui existe sur le pays, qui est d'application. Donc, le procureur ne peut que retenir comme on appelle, contre cette trahison ou bien cette attaque des institutions de la République. Imaginez par exemple le président Félix Tshisekedi qui est dans ce palais ce matin et que les assaillants arrivent à rentrer dans le palais. Ils ne vont pas pour aller le saluer. Ils sont en train d'aller pour aller le tuer. Ils ont commencé par tuer la garde au niveau de l'entrée. Et là, je pense que la peine capitale, ce n'est pas quelque chose de si mauvais. C'est vrai, il y a le côté droit de l'homme, mais je sais quand même pour ces pays qui continuent toujours d'appliquer la peine capitale, souvent, quand les personnes sont condamnées à peine capitale, on prend un temps fou avant d'aller à l'exécution, pour que les gens puissent réanalyser les tests, et s'il y a erreur judiciaire, pour qu'on puisse revenir sur ces points. Donc, je ne pense pas que le procureur a mal fait. Attendons le vendredi pour voir si les juges vont vraiment le suivre dans sa logique, ou bien ils vont essayer de trouver quelque chose de moins. Et il faut dire quand même que l'une des personnes qui ne sera pas condamnée à peine capitale, on a dit que il avait des troubles psychologiques. Donc, je pense que ça aussi, il faudrait bien... C'est la seule exception d'ailleurs. La seule exception, oui, la seule exception. Donc, les autres, je pense qu'ils sont complices co-auteurs des charges retenues contre eux. Donc, ils méritent vraiment la peine capitale, selon le procureur. Oui, Justin, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est selon le droit. C'est là où je partage l'analyse de mon ami Kokouvi. Parce que lorsque c'est contenu dans l'ordonnancement juridique, il y a des dispositions qui sont là. Donc, lorsque vous les violez, automatiquement, le procureur ne peut que aller vous faire son réquisitoire dans ce sens-là. Maintenant, quels sont les éléments d'appréciation sur lesquels il s'est basé pour énoncer, pour demander à ce que la peine capitale soit quand même appliquée à ces gens-là? Je pense qu'il a véritablement démontré dans son réquisitoire. Maintenant, c'est un procès. Il y a eu des débats. Il y a eu des enquêtes préliminaires. Et quand vous voyez dans ce dossier, il y a eu également des femmes qu'on a arrêtées parce qu'on soupçonnait d'être complices également de connivence avec ces messieurs dans ces attaques-là. Mais ce qui a lieu quand même de relever est qu'à un moment donné, les conseils de ces inculpés jugent trop fort peut-être le réquisitoire du procureur. Oui. Je pense qu'il revient maintenant au juge qui a présidé cette séance-là et à qui le dernier mot revient et quand même de trancher. Et puis arriver que le juge suive c'est pas le procureur, ou alors carrément prend une décision qui va à l'encontre. Maintenant, il revient au ministère public d'interjeter appel ou aller au-delà de second degré de juridiction lorsque le ministère public se sent qu'en réalité, donc, sa démarche n'a pas été suivie. Dans tous les cas, c'est un dossier qui va prendre du temps, mais non seulement ça, mais qui ramène les questions sur un certain nombre de positions quand vous les analysez, notamment sur la question de la peine de mort. C'est vrai, dans les jugements qu'on a eu ou dans les procès qu'on a eu à connaître de par le passé, et on s'est rendu compte des années plus tard que les juges se sont trompés. Et les gens ont été exécutés, mais ils ne sont plus en vie. Comment faire pour les ramener? C'est là où le débat a été mené au plan international, au niveau également des conventions, ce qu'on a demandé à un certain nombre de pays, donc de supprimer cette disposition-là dans leur ordonnancement juridique. Maintenant, il y a certains pays, notamment quand vous les voyez de l'autre côté au niveau de l'Asie aujourd'hui, beaucoup de pays tiennent encore la peine de mort parce que, connaissant bien les dimensions dans lesquelles ces pays évoluent avec les histoires d'attaque, avec les histoires de terrorisme,
Donc on préfère les maintenir maintenant pour dissuader. Maintenant, dans le cas d'espèce, c'est une attaque contre les institutions. Mais comme vous le voulez ou non, on a tenté de déstabiliser donc, une république, une des institutions de la république. Donc on ne peut que coup d'État, comme certains ont l'habitude de le dire, bon, atteinte à la sécurité intérieure de l'État. À partir de ce moment-là, je pense que la balle est maintenant dans le camp du juge pour pouvoir quand même trancher. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Malheureusement, le temps imparti pour le sujet est arrivé à son terme. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.